Dans la bouteille. Je raccroche avec ma mère et explique à Kofi que notre fille ne va pas bien du tout. Il est plutôt calme face à cette annonce et me demande de quoi elle souffre. Je n'en sais rien. Quelque chose de grave lui est arrivé à la tête. Kofi, visiblement irrité, demanda qui allait conduire l'enfant à l'hôpital à une heure si tardive. Je fus tellement choqué de sa première réaction que je me levai et pris mon véhicule seul pour rejoindre ma mère. Arrivé chez elle, ma fille n'avait plus de force, ne pleurait plus et ne criait plus. Son regard était vitreux. J'ai pris ses petites mains dans les miennes. Elles étaient froides. Je l'ai appelée par son prénom, sans réponse de sa part. Ma fille était en train de partir sous mes yeux. Je dis à ma mère, « Maman, emmenons-la à l'hôpital. Je vais chercher un drap pour la réchauffer. » Pendant que je m'agitais, ma mère était calme, tenant la main de ma fille dans la sienne. Elle me regarda de façon triste et me dit, « Madiba, c'est fini. » J'ai observé quelques secondes de calme et je lui ai demandé, « Qu'est-ce qui est fini, maman ?» Je vis des larmes sortir de ses yeux, des larmes qui avaient répondu à ma question. J'ai regardé ma fille, qui avait les yeux révulsés. Mon enfant était décédé. Je ne saurais vous dire comment je me suis senti ce jour-là, voyant le corps sans vie de ma petite fille, recouverte d'un drap blanc. J'ai maudit le ciel et la terre, j'ai maudit tout le monde. J'aurais voulu échanger ma vie contre la sienne. Je suis en train de pleurer quand mon téléphone sonne. C'est Kofi. Je pensais qu'il allait me suivre en voiture, vu l'urgence de la situation. Mais non, il était bien resté au domicile. Madiba, comment va la petite? J'ai d'abord failli raccrocher et même ne pas répondre, mais je lui ai dit, elle est décédée. Décédée, Madiba? Mais c'était grave à ce point? Je restais sans mots. Dans quel hôpital, Madiba, vas-tu emmener son corps? Je n'en pouvais plus. J'ai raccroché le téléphone. Toute la nuit, j'ai cru que Kofi me rejoindrait. Mais hélas, il est arrivé aux environs de 11 h le lendemain matin, quand j'étais à la morgue de l'hôpital pour déposer le corps de ma fille. Il me trouva avec ma mère et s'assit comme si de rien n'était. Madiba, quand j'ai regardé l'heure, il était déjà près de 1 h du matin. J'étais très épuisé pour sortir. Halima m'a dit que ce n'était pas prudent. C'est pourquoi j'ai donc préféré venir ce matin. Ma mère n'a pas supporté entendre de telles salades. Elle s'est enflammée. « Tu t'entends parler, Kofi? Ta fille meurt et tu parles de fatigue. Tu vas me dire que tu as réussi à trouver le sommeil? Dis-moi que tu as pu dormir sans inquiétude. Tu crois que ta fille est juste hospitalisée? Eh bien non, ta fille est décédée. Belle maman, je sais bien, mais est-ce que ma venue dans la nuit allait changer quelque chose? Je sais que Madiba est une... » Je lui ai directement coupé la parole. « Évite de prononcer mon nom, je t'en prie. » Belle maman, Madiba, je ne suis pas venu chercher des problèmes. Vous croyez que ça ne m'affecte pas d'avoir perdu ma première fille? Kofi, tu as agi comme un irresponsable. Ta femme avait besoin de ton soutien. Tu es un idiot. Ton enfant est couché dans une morgue et toi tu parles de risques nocturnes. Mais belle maman, pourquoi m'insulter? Bon, pour ne manquer de respect à personne, je vais partir. Madiba, quand tu seras plus calme, je serai à la maison. Kofi est sorti, a démarré sa voiture et est parti. Je ne comprenais rien. Je ne sais pas ce qui me faisait plus mal, la perte de ma fille ou le changement d'attitude de Kofi. Lorsque maman m'a demandé si mon mari était toujours
d'une telle attitude désinvolte? J'avais honte. Je n'ai pas su quoi répondre. 2 jours après le décès de ma fille aînée, je suis retourné à la maison. Kofi et Halima étaient là et causaient à voix haute, accompagnés de fous rires. J'ai été écœuré. Je suis directement monté dans ma chambre, sans les saluer. Halima monta me voir pour me présenter ses condoléances, ce que j'acceptais. Madiba, Kofi m'a informé des événements. Je suis vraiment désolé. J'ai été blessé, que ce soit Halima qui décide de venir prendre de mes nouvelles. Le père de mon enfant semblait s'en foutre royalement. Je ne cherche plus à comprendre. Halima passe du temps avec moi et me parle de sa famille pour me réconforter, de sa sœur qu'elle a perdue, de ce qu'elle avait ressenti et tout. J'avoue que ça me fait énormément de bien. Pour me tenir compagnie et me remonter encore le moral, Halima décide de passer la nuit avec moi, sur le même lit, après qu'elle soit allée informer Kofi de son initiative. Cette nuit-là, pendant qu'on dormait, j'ai commencé à ressentir une satisfaction sexuelle étrange. Je me suis réveillé le matin avec la sensation d'avoir fait l'amour toute la nuit. J'ai attribué mon état au stress et à la douleur du deuil qui devait me perturber. La nuit suivante, je ressentis les mêmes sensations, car Halima avait encore dormi avec moi. Et ce fut ainsi durant 7 jours d'affilée. La veille de l'enterrement de ma fille, Halima décida de dormir avec Kofi. Je suis allé me coucher. Aux environs de 3 heures du matin, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Tout à coup, j'ai senti une présence près de moi. Ce n'était pas une personne physique, mais je pouvais la ressentir. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai vu Halima, nue, devant moi. Le temps de cligner les yeux, elle avait déjà disparu. Cette vision me fit très peur, car j'avais bien vu ma coépouse, l'espace d'une seconde. Au réveil, lorsque je l'ai croisée, son regard sur moi était glacial. Je n'ai pas réussi à lui dire bonjour. J'ai ouvert la baie vitrée pour prendre un peu de soleil et d'air frais. Et là, j'ai vu des choses étranges dans la cour. Cela ressemblait à des noyaux de mangue, mais noirs et gluants. J'ai pensé à des crottes de chiens, mais nous n'avions pas de chien, et cela semblait vivant. J'ai refermé la baie, et tout en alerte, j'ai appelé ma mère. Elle m'a dit qu'elle arrivait le plus rapidement possible. Je l'attendis dans la chambre, et à son arrivée, elle ne trouva rien dans la cour. Ma mère me parla. Madiba, après les obsèques, tu iras voir un prêtre. J'avais grandi dans une famille croyante, mais je ne m'y accrochais pas pour dire vrai. Un simple signe de croix de temps à autre, et c'était tout pour moi. Ma mère, par contre, allait à l'église, mais ne nous imposait rien. Mais quand elle m'a parlé de prêtre dans cette situation, j'ai tout de suite eu envie d'en rencontrer un. On frappe à ma chambre. C'est Kofi. Il entre et ne salue pas ma mère. Il s'adresse à moi. Madiba, à quelle heure vas-tu à la morgue? Tu n'as pas le programme des obsèques, Kofi? Madiba, tu peux me répondre sans animosité. On dirait que tu es la seule à avoir perdu un enfant. Kofi, ne me dérange plus. Tu n'as qu'à te débrouiller et regarder le programme. Il referme la porte et s'en va. Ma mère me parla ensuite. Madiba, tu viendras rester quelques jours chez moi après les obsèques, jusqu'à ce qu'on sache vraiment ce qui se passe ici. Non, maman, je ne vais pas abandonner ma maison. Même étant ici, je pourrai suivre les instructions qui seront données par un prêtre. Ma fille, je ne sais pas si tu es vraiment en sécurité ici. Ça ira, maman. Nous sommes allés faire la levée du corps à la morgue avec Kofi et ma mère. Halima est restée à la maison. J'avais autre chose à penser,
que de me soucier de ses états d'âme. À la morgue, Kofi a rejoint ses collègues venus le soutenir. Et moi, je suis resté avec ma mère et ma fille cadette. Tout se passe bien jusqu'à ce que l'on rentre à la maison. On dépose le cercueil au salon et les cérémonies commencent. Je suis assise près du cercueil. Les gens vont et viennent rendre leurs hommages à ma fille. Mangent, boivent et discutent. Halima est enfermée dans sa chambre, chose très étrange. Le plus énervant, c'est que Kofi passe la majeure partie de son temps à l'intérieur avec elle. Il sort de temps en temps pour voir ce qui se passe et remonte la voir. La messe commence et Halima n'est toujours pas descendue. Lorsque le prêtre termine la cérémonie, un grand bruit de verre cassé se fait entendre dans la pièce. Effrayé, je me redresse et constate que la vitre du cercueil de ma fille s'est brisée, toute seule. Ma mère et moi, nous nous regardons. Lorsque je prête attention au cercueil, j'aperçois des larmes qui coulent des yeux de ma fille défunte. On fait appel au prêtre qui décide de bénir le cadavre. C'est ainsi que les larmes s'arrêtent de couler. J'interroge le prêtre. « Mon père, que s'est-il passé ?» Ma fille, après les obsèques, passe me voir. J'ai parlé avec ta mère. Ce ne sont pas de bons signes. C'est tout ce que je peux te dire. Le prêtre prend encore de l'eau et se met à bénir toute la maison et les chambres, sauf celle d'Halima, fermée à clé. Elle n'a pas répondu lorsqu'il a proposé de rentrer bénir la pièce. Toutefois, le prêtre a souri, puis a versé de l'eau à l'entrée de sa porte et est reparti. Le lendemain matin, nous sommes allés au cimetière pour l'enterrement. Halima n'était toujours pas venue, ni sortie de sa chambre. Lorsque nous sommes rentrés, elle avait pourtant fait le ménage dans toute la concession. Tout était propre. Moi, je pleurais ma petite fille. Je suis allé dans la chambre avec ma mère et on y a passé toute la journée et la soirée, pendant que des invités étaient en train de manger et de discuter dans la maison et la concession. Madiba, j'espère que ta coépouse n'est pas à l'origine de tout ça. Pourquoi tu dis ça, maman? Ma fille, regarde son comportement. On dirait qu'elle se reproche quelque chose. Maman, c'est vrai qu'elle a agi bizarrement pendant les obsèques. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle est coupable de quelque chose? Madiba, tu es trop naïve. Peut-être qu'elle vous a jeté un sort dans cette maison. Je ne l'accuse pas, mais il faut faire très attention. Après tous ces événements, la maison est devenue triste. Halima avait arrêté de me parler et même Kofi ne me calculait plus. Il avait pris un congé à son travail pour le deuil et passait son temps avec Halima comme si c'est elle qui avait besoin de consolation. J'en souffrais, malheureusement, mais le soutien de ma mère était vraiment grand pour moi. Après plusieurs rendez-vous manqués chez le prêtre, un matin, il appela maman et décida enfin de nous recevoir. Nous sommes allés dans l'après-midi dans sa paroisse. Pendant que nous étions sur le banc, en train d'attendre, j'ai commencé à ressentir une fatigue très bizarre. Mon corps devenait lourd et ma tête se mettait à tourner. Mes membres tremblaient et j'ai commencé à avoir très froid. Maman, je ne me sens pas bien. Du courage, mon enfant. On voit le prêtre, puis on va à l'hôpital. Plus je m'approche du bureau du prêtre, plus je ressens un poids sur mes épaules, un mal de tête très fort et une fatigue anormale. Maman franchit la porte du bureau. Lorsque je veux la suivre, je vois comme une multitude de personnes devant moi. Le temps de me ressaisir, mon corps ne m'appartient plus. Une voix sort de ma bouche et demande « Pourquoi m'as-tu emmené ici ?» Je me suis fait posséder. Je suis dans mon corps, mais sans pouvoir en prendre possession. Ce qui en sort ne vient pas de moi, mais je suis consciente de ce qui se passe. Ma mère interloquée
me regarde et la voix dans mon corps répète. Pourquoi m'as-tu emmené ici? Pourquoi m'attires-tu dans ces bêtises? Je n'ai pas envie de venir ici. Mes yeux sont physiquement fermés, mais étrangement, je peux voir l'expression de peur sur le visage de ma mère. Madiba, qu'est-ce qui t'arrive? L'esprit dans mon corps tourne son visage vers ma mère et commence à grogner. Le prêtre alla refermer la porte et lui dit « Esprit, adresse-toi plutôt à moi. » Pourquoi refermer la porte, homme de Dieu? Des murs ne peuvent me contenir. Quel est ton nom, esprit? Demanda le prêtre. Je n'ai pas de compte à te rendre. Je parle si je veux. Tu ne me commandes pas. Tu n'es pas à la hauteur, homme de Dieu. C'est ce qu'on verra. Mais pourquoi possèdes-tu ce corps? Qu'a donc fait cette femme pour subir cela? Je fais ce que je veux, humain. Cette femme possède beaucoup trop de qualités, dont l'intelligence. Je suis venu la rendre bête et malheureuse. Je pouvais entendre ce que disait l'esprit, mais je n'arrivais pas encore à comprendre pourquoi il m'avait choisi. Le prêtre s'est assis, m'a fixé, puis a dit « Maintenant, présente-toi. » Tu sais, humain, que si tu tentes de me faire du mal, c'est elle qui va souffrir. Donc, sois bien sage avec moi. On peut donc s'arranger, esprit. Qui es-tu et que veux-tu à cette femme? Mais qui es-tu donc, esprit? Présente-toi. Je suis obligé de te répondre, puisque tu me l'as demandé 3 fois, humain. Mais ne crois pas être plus fort que moi. Je suis Wassa Lamba, son collègue humain. Cette femme est trop intelligente et il faut qu'elle arrête de me frustrer. Nous sommes légion, mais je suis le seul à être venu représenter les autres. Nous voulons la détruire à petit feu, afin de profiter aussi des avantages de la société. Vous êtes légion, mais combien êtes-vous? Nous sommes 11, mais d'autres ne travaillent pas avec nous. Et qui sont ces 11 qui constituent la légion? Je ne peux pas vous le dire. Ils se présenteront eux-mêmes à vous quand ils l'auront décidé. Que doit faire Madiba pour que les 11 quittent son corps? On ne veut plus qu'elle travaille dans cette société. Qu'elle parte rapidement, qu'elle parte. Ok, j'ai compris. Je vais le lui dire. Vous pouvez partir maintenant. On partira de son corps quand elle aura démissionné. Si elle ne le fait pas, elle n'est qu'au début de ses malheurs. L'esprit s'est retranché dans un coin de mon âme et je suis revenu à moi. Je me suis alors mis à pleurer. J'étais épuisé. J'ai dû prendre des cachets pour me redonner des forces. Je n'arrêtais pas de pleurer. Je me sentais stupide et négligente, car en effet au travail, j'avais plusieurs fois entendu des collègues parler de magie noire. Une fois, ils avaient débattu sur le cas de personnes auxquelles un sort pouvait être lancé pour briser une carrière. Moi, je n'avais jamais pris cela au sérieux. Le prêtre m'a laissé reprendre mes esprits, puis m'a dit « Tu as entendu Madiba comme nous, ce qu'a dit cet esprit ?» J'ai juste hoché la tête. « Madiba, la situation est grave. Si tu prends cela à la légère, ces esprits peuvent décider de te tuer. Ils ont déjà eu trop d'avance. Si un esprit est capable de te posséder, ça veut dire
qu'il a eu le temps de s'installer en toi. Ma mère me demanda si je connaissais ce Wassalamba. Oui maman, c'est mon collègue. Le prêtre continua. Pour le moment, ils ne sont pas seuls. Il y a d'autres personnes qui te possèdent. Ce que je te conseille, c'est d'abord d'éviter tes collègues au travail et dans la ville. Il faut qu'on trouve une stratégie. Tu dois te mettre à prier intensément avant que les choses ne s'aggravent. Tu es bel et bien dans le collimateur de ces forces sataniques. Le prêtre m'a remis de l'huile d'olive et quelques versets bibliques à lire. En rentrant à la maison, Halima, qui ne me parlait pas, m'accueille avec un large sourire et est toute chaleureuse. Elle dit avoir fait à manger et nous invite à passer à table. Je réponds aimablement à ses attentions. Mais ma mère est sèche avec elle en lui disant « Elle ne mangera pas ta nourriture. Attends ton mari, vous allez manger tous les deux. » Ma mère me prépare une soupe que j'avale. Je vais ensuite au lit. Le lendemain matin, à mon réveil, ma mère n'est plus dans ma chambre. Kofi toque et rentre dans la chambre avec un air pas très commode et me dit « Madiba, que s'est-il passé avec ta mère dans cette maison ?» Je ne comprends pas, Kofi. Que veux-tu dire par là? Madiba, je rentre hier soir. Halima me fait comprendre que ta mère lui a mal parlé. Quand ta coépouse te propose de la nourriture avec bon cœur, est-ce à ta mère de répondre à ta place? Je n'ai pas épousé ta mère. Pourquoi s'immisce-t-elle dans ma vie de couple? Elle vient semer la pagaille dans les foyers des gens qui sont en paix. Après tout ce qu'on a traversé, je ne veux plus de problème et je ne veux pas manquer de respect à ta mère. Mais, Kofi, laisse-moi parler. Dernièrement, ta mère m'a manqué de respect. Je me suis levé et je suis sorti. Ça ne va pas recommencer chez moi, au point de mettre mal à l'aise mes femmes et semer la zizanie. Je ne sais pas ce qu'elle fait ici. Elle entre dans la cuisine comme et quand elle veut. Elle n'est pas chez elle. Demande à ta mère de rentrer chez elle. Une fois Kofi sorti de ma chambre, mon téléphone sonne. C'est mon patron au bout du fil. Je décroche. Il me fait comprendre que ma mère est dans les locaux de l'entreprise en train d'agresser tous les employés. Madame, je ne sais pas ce que vous avez dit à votre mère, mais je préfère que vous veniez la chercher avant que ça tourne mal. Et dans les jours suivants, je vous demande de me rédiger une lettre d'explication de tout ceci. Je m'habille rapidement pour rejoindre ma mère à mon travail. Le prêtre m'a demandé de toujours moindre d'huile d'olive à chaque fois que je dois croiser du monde. Je cherche le flacon et ne le trouve pas à l'endroit posé la veille. L'huile d'olive bénite a bel et bien disparu dans ma chambre et personne d'autre n'est rentré, à part ma mère et moi. Je suis dans tous mes états, mais je n'ai pas le choix. Je dois sortir sans la protection du prêtre et aller récupérer ma mère à mon travail. Sur mon trajet, je remarque un énorme camion jaune qui transporte du bois. À chaque fois que je veux le dépasser, il se déporte légèrement sur la gauche et m'empêche de passer. Je finis par le doubler et j'arrive sur le parking. Là, je vois un véhicule de police et ma mère en discussion houleuse avec des agents. Ils menacent de l'embarquer pour intrusion et trouble à l'ordre public. J'interviens et ma mère se calme un petit peu. Le brigadier en chef me demande de m'occuper d'elle, sinon elle passera la nuit en cellule. Encore heureux que mon patron n'ait pas porté plainte contre elle. Par contre, ce dernier sort de l'immeuble et me tend un document. Madame, voici votre lettre de licenciement. Un tel scandale dans mon entreprise est intolérable. Je saisis la lettre comme dans un rêve
et entraîne ma mère dans ma voiture. Je reprends la route, sous le choc de mon licenciement. Bizarrement, je retrouve exactement le même camion jaune transportant du bois sur mon chemin retour. Le chauffeur recommence son manège de m'empêcher de le doubler. Je suis d'abord patiente, mais je commence à bouillir intérieurement. Je m'engage pour le doubler une fois de plus, car la route est cette fois-ci bien dégagée. Je commence à le dépasser, mais soudain, devant moi, j'aperçois sur la route une immense toile d'araignée qui semble faite en liane. Je freine ou j'accélère, je ne sais plus. Tout tourne autour de moi. Il fait soudain tout noir.